bonjour ou rebonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent et rebonjour à tous ceux et celles qui nous suivent depuis ce matin pour cette deuxième édition de la journée Bois Énergie, que j'ai le plaisir d'animer à travers ces différentes tables rondes qui se succèdent pour vous. Et nous allons passer sans autre transition, après avoir évoqué la qualité de l'air précédemment, au rôle et à la place du bois énergie dans les territoires. En quoi le bois énergie serait-il un atout sur le plan socio-économique? En quoi serait-il utile, voire indispensable au territoire? Sachant que développer ces territoires et accompagner les porteurs de projets industriels, collectifs ou individuels vont tous dans le sens finalement de la décarbonation pour qui parle de bois énergie. Maîtres d'ouvrage, financeurs, professionnels partageront leur retour d'expérience. Comme c'est le cas depuis ce matin, comme vous l'aurez constaté, nous allons faire appel à des témoins qui connaissent concrètement le sujet, qui sont actifs sur leur propre périmètre géographique. Et pour commencer, donc, un tour d'horizon avec la place du bois énergie dans l'économie. Je vous propose une table ronde consacrée au développement des territoires. Et une fois n'est pas coutume, c'est ce qui me vaut de tomber le masque à ce stade, je serai seul en studio pour accueillir nos trois invités qui sont avec nous à distance. Et ceci peut se comprendre, ils nous rejoignent depuis leurs territoires respectifs, à commencer par Madame Mireille Laborie, qui est adjointe au maire de la ville d'Aurillac, en charge du défi climatique et de la transition écologique. Monsieur Stéphane Magot, qui est président du CIDED, du CIDED du Lot, un syndicat pour le développement durable dans le département du Lot, donc avec les compétences sur les déchets, les énergies renouvelables, l'eau potable, l'assainissement, les eaux naturelles. Et voilà, tout ce périmètre vous concerne. Monsieur Magot, vous nous en direz un petit peu plus. Et enfin, monsieur Michel Ferrit, qui est président du CIFEM, un syndicat mixte intercommunal du pays du Haut-Entre-deux-Mers. Voilà, vous êtes en visio avec nous également. J'ai vu apparaître vos visages, donc vous êtes bien connectés et vous êtes bien présents. Et je vais inviter M. Ferrit, pour commencer, si vous le voulez bien, à nous présenter en quelques mots vos projets, votre expérience sur votre propre territoire. Et vous nous direz à cette occasion en quoi le bois énergie a-t-il été un levier de décarbonation justement pour ce territoire concerné par votre syndicat. Quels en sont les atouts aujourd'hui et comment envisagez-vous d'aller encore plus loin demain? Je me permets de vous poser toutes ces questions peut-être en même temps parce que tout est cohérent finalement dans votre projet, si je l'ai bien compris. Alors, il faut dire deux mots. Je ne sais pas de combien de temps je dispose, mais il faut dire deux mots quand même de présentation de notre territoire et de ce syndicat intercommunal qui regroupe 122 communes dans le sud-est de la Gironde, 122 communes très rurales, puisque la plus grande commune a 4500 habitants à peu près. Tout le reste est plus petit. Ce syndicat existe depuis plus de 30 ans, mais la compétence énergie, nous l'avons acquise en 2004 et en 2005, on a commencé à en parler un peu, à y travailler un peu plus sérieusement. Et puis à partir de 2008, sur instigation de l'ADEME, on a commencé à s'intéresser de plus près au bois énergie. Et on a, avec notre chargé de mission, Bertrand Mata, que beaucoup, je pense, parmi vous connaissent, on a monté 5 premiers réseaux de chaleur en zone rurale qui ont été réalisés entre 2008 et 2011. Malheureusement, depuis, on n'en a pas fait de nouveau pour différentes raisons dont on aura peut-être l'occasion de parler. On peut dire plusieurs choses intéressantes, si vous voulez. Bon, on a un territoire rural, relativement boisé, une partie qui est au nord, où il y a essentiellement du bois de feuillus, des propriétés extrêmement morcelées, avec des milliers et des milliers de propriétaires qui ont chacun 1,5 hectare, des choses comme ça. Donc ça ne plaide pas en faveur d'une bonne gestion de la forêt, évidemment. Et puis une zone sud qu'on a plus récemment acquise, si on peut dire, puisqu'une communauté de communes qui était plus au sud est venue nous rejoindre il y a 4 ans. Et cette communauté de communes, autour du Bazadais, elle touche les Landes, ce qu'on appelle les Landes girondines, donc un territoire qui est d'abord peuplé beaucoup plus de résineux, il y a quand même des feuillus, mais surtout qui est le siège de l'exploitation industrielle,
avec la production de bois pour les papeteries de Gascogne, hein, qui produisent des grandes quantités de pâte papier et de papier. Donc c'est du point de vue de la partition, si vous voulez, du territoire, on a deux parties qui sont quand même très différentes du point de vue de la forêt et des usages qu'on fait de la forêt. Les réseaux de chaleur qu'on a faits, qui fonctionnent bien, j'y reviendrai sur leur fonctionnement. Ils fonctionnent tous en régie, hein, c'est les équipes municipales en fait qui s'en occupent, hein, avec plus ou moins de difficultés et de bonheur, parce que dans les toutes petites communes, il n'y a pas de techniciens, donc ça pose quand même des problèmes. Et on n'a jamais pu arriver à franchir le pas qu'a franchi le département du Lot, hein, on nous raconterait ça. Qu'on était venu voir un exemple avec la chaufferie de Nuséjoul, hein, au début, hein, Bertrand, on était allé visiter Nuséjoul, on avait rencontré le premier directeur, monsieur Willy Louis, certainement. Voilà, c'est un des papes du bois énergie. Bon, après, il a eu d'autres fonctions. Enfin, je pense que c'est grâce à lui que ça a bien démarré. Et on a créé donc ces réseaux de chaleur. Et quand on les a créés, il n'y avait pas de filière bois énergie. Il y avait quelques exploitants forestiers, sur la partie nord du territoire en particulier. C'est des petits exploitants. Ils ne s'intéressaient absolument pas au bois énergie, ils n'y croyaient pas, etc. Bon. On a réussi à convaincre au moins l'un d'entre eux qui s'y est mis. Il a fallu qu'on travaille beaucoup avec lui pour améliorer la qualité du bois déchiqueté qu'il produisait et surtout la constance de cette qualité. Il ne s'agit pas, vous le savez, de bois, bon, tantôt à 40% d'humidité, le lendemain à 25% et le surlendemain à 50%. La granulométrie, il faut aussi qu'elle soit régulière, etc. Bon. Mais tout ça, c'est à peu près, je dirais, rentré dans l'ordre, et à des prix tout à fait compétitifs par rapport à ce qu'on voit ailleurs, parce que c'est une entreprise locale. Bon, et je pense que ça, avec des coûts de transport relativement réduits, donc ça aide aussi à maîtriser les prix. Et ce qu'il y a d'intéressant, il y a plusieurs choses intéressantes, mais il y a une des choses intéressantes, c'est la suivante. Aujourd'hui, les quantités de bois énergie livrées à nos 5 chaufferies sur petits réseaux de chaleur, ça totalise à peu près 2200 tonnes de bois par an. Ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Ce qui n'est pas beaucoup par rapport à ce que pourrait produire la forêt. Mais l'exploitant forestier qui s'en est occupé, il a profité de cette assurance de commande publique. Les communes avaient passé des contrats pluriannuels d'approvisionnement avec lui, donc ils se sentaient sécurisés par ça. Et ça lui a permis de voir un peu plus grand et de développer une offre privée pour les entreprises du territoire. Et en particulier, aujourd'hui, il dessert une briqueterie industrielle, des distilleries, qui sont quand même des entreprises qui consomment pas mal de chaleur et donc de bois. Et donc, avec une commande publique de 2200 tonnes par an, il y a eu un facteur multiplicateur d'environ 5, puisqu'il dessert aujourd'hui environ 10 000 tonnes de bois déchiqueté au privé. Pardonnez-moi, monsieur Ferry, pardonnez-moi de vous interrompre, mais si vous le permettez, je vais vous laisser bien sûr développer et revenir sur votre projet. Nous sommes dans un format table ronde, donc si vous le permettez, je vais proposer à nos autres invités de nous dire 2 mots également de leur propre expérience territoriale, et puis nous reviendrons vers vous, bien sûr, pour aller plus loin si vous le souhaitez, mais vous savez que le temps nous est contraint, et je vais donc demander à Madame Laborie de prendre la suite, si vous le voulez bien, pour nous dire de votre côté en matière de bois énergie, où vous en êtes sur votre territoire. Madame Laborie, là aussi quelques mots en présentation peut-être pour commencer. Je poserai la même question à Monsieur Magot tout de suite après, et puis évidemment les uns et les autres vous pourrez revenir sur ce qui vous apparaîtra comme les messages importants à partager à ce stade. Oui, bonjour, merci. Donc nous, ça fait maintenant plus de 10 ans que nous avons engagé nous sommes engagés notre territoire dans la transition énergétique et écologique.
Donc, notre projet de réseau de chaleur date de 2011. Donc, durant laquelle on avait fait faire une pré-étude de faisabilité pour connaître le potentiel un peu, parce que notre idée de départ était de faire un réseau de chaleur qui alimenterait les bâtiments de la collectivité, les services publics et puis les bailleurs sociaux. Donc, on avait fait une pré-étude de faisabilité avec l'aide de l'association Bois Énergie, qui était, Bois Énergie, qui est devenue Énergie 15. Hein. Donc, cette étude de faisabilité, bien sûr, s'est révélée très, très favorable. Et en 2012, on a lancé donc une étude de faisabilité. Et le potentiel s'est révélé au-delà de nos espérances, puisqu'il dépassait largement le territoire et le périmètre initial qu'on avait envisagé. Après, il y a eu un petit moment de latence, presque 2 ans, parce que pour des soucis divers, il y avait le problème de l'implantation de la chaufferie. Les collectivités n'étaient pas toutes en phase. Et c'est qu'en 2014 qu'on a réellement relancé le projet, avec le choix de l'AMO, la procédure de DSP qui est très longue, bien sûr, les négociations avec l'ADEME pour rechercher un équilibre financier le plus favorable, parce que c'est de cet équilibre financier, subvention que si vous voulez, que vont déterminer le prix de l'énergie par la suite. Et donc, en fait, la phase de commercialisation qui a duré entre 2017 et 2018. Alors, à ce propos, je voulais quand même signaler que nous nous sommes rapprochés de... Je tenais à remercier surtout l'association Bois Énergie qui nous a accompagnés depuis le début et qui a été vraiment d'une aide précieuse, notamment au niveau de la phase de commercialisation, puisque Damien Puech, donc, qui fait partie de cette association, a participé à toutes les réunions dans les assemblées générales de copropriété et qui a vraiment permis d'aboutir à une phase de commercialisation efficace. Et donc, dès 2018, on a débuté les travaux. Donc, la première mise en chauffe a été réalisée en septembre 2020 et elle va se terminer, là, disons que le réseau va être totalement terminé à la fin du mois. Donc, en fait, c'est 22 km de réseau enterré, 50 gigawatts d'énergie livrée, 175 sous-stations, et donc un très gros projet dont nous sommes très fiers. Voilà. Merci beaucoup, Madame Laborie, pour cette présentation, cette photographie que vous nous avez faite de votre projet en cours. Monsieur Magot, même question donc pour compléter. Vous qui présidez un syndicat qui concerne un territoire plutôt rural également, avec ses spécificités, je vous laisse nous faire part en quelques mots de sa nature. Oui, bonjour à tous. Alors, le SIDET du Lot, en termes de quantité d'énergie livrée, se situe finalement entre les deux interlocuteurs précédents. Le syndicat a été créé en 1993 autour d'une compétence traitement des déchets et son président fondateur Gérard Miquel très tôt a vu une opportunité à travers les cagettes et palettes récupérées sur le réseau des 29 déchetteries départementales à les valoriser en bois énergie. D'où la construction d'un premier réseau de chaleur sur la commune de Denus-des-Joules, qui a fait des émules, puisqu'aujourd'hui le SIDED exploite en régie 15 réseaux de chaleur pour une puissance totale de 16 MW, donc 35 GWh livrés. La dynamique s'est un petit peu essoufflée sur la fin de mandature précédente, du fait d'un contexte économique tendu, avec des cours anormalement bas des énergies fossiles, qui nous rendaient un peu moins concurrentiels. Une situation très particulière au regard de la fiscalité. Les réseaux de chaleur lotois ont un petit peu essuyé les plâtres puisqu'ils ont été assujettis très tôt et rétroactivement en remontant à 2011 à de la taxe foncière, de la CFE, de la CVAE. Donc c'est un débat qu'on porte aujourd'hui au national, notamment par le biais d'Amorce et de la FNCCR. Mais une dynamique qui repart de l'avant en ce début de mandature, puisqu'il y a eu, comme dans beaucoup de départements, je crois, un fort renouvellement lors des municipales. Les sujets environnementaux et liés à la transition énergétique en général reviennent en première ligne ou arrivent en première ligne, et on a de très belles perspectives pour la décennie à venir, puisqu'on ambitionne de doubler la quantité d'énergie livrée à nos abonnés
à travers nos réseaux de chaleur. Réseaux de chaleur qui, je tiens à le préciser, sont vraiment des réseaux de chaleur ruraux ou autour d'équipements publics. On essaye toujours d'agréger un maximum de particuliers de manière à faire jouer cette péréquation, cette solidarité tarifaire. Merci beaucoup, Monsieur Magot. Madame Laborie, je reviens vers vous avant d'entendre ensuite de nouveau Monsieur Ferrit. J'imagine que votre projet ambitieux, tel que nous l'avons compris, a nécessité que vous mettiez autour de la table pas mal de monde, pas mal d'interlocuteurs. Comment est-ce que vous avez géré tout ça? J'imagine que ça ne se fait pas en un jour. Est-ce que vous pouvez nous partager là aussi votre expérience ou la manière dont vous avez mutualisé autour de ce projet, fédéré autour de ce projet? Alors, au risque de vous décevoir, la mutualisation n'a pas été terrible, hein. Donc, ça fait on a lancé ce projet et en fait, c'est uniquement la mairie d'Aurillac, la commune, oui, la ville d'Aurillac, et ainsi que l'association Bois Énergie qui ont mené vraiment le travail jusqu'au bout. Parce que c'est vrai si on a mis autant de temps, si vous voulez, pour faire aboutir ce projet, c'est quand même qu'il y avait des réticences un petit peu. Bon, certains se reconnaîtront, non, c'est même pas la peine d'en parler. Le temps, voilà, la durée, le temps qu'on a mis pour réaliser ce réseau de chaleur, c'est vrai que ça a été quand même un petit peu une bagarre de tous les instants. On avait le choix d'implantation de la chaudière, parce que c'est vrai que ça c'est un élément important. Pour un réseau de chaleur comme ça et avec une installation aussi puissante, c'est vrai qu'on ne peut pas la mettre n'importe où. Donc ça, c'était quand même un problème. Donc on avait envisagé de la mettre à un certain endroit, cette chaufferie, et puis le terrain ne nous appartenait pas, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais enfin, on a réussi à aboutir. Enfin, tout ça pour dire que de toute façon, sans l'association locale Énergie 15, on ne serait pas arrivé à bout. Hein. Et c'est vrai qu'ils nous ont... je voulais simplement aussi rappeler que c'est la première fois quand même que NJ contractualise avec une association locale. Hein. Donc ça, c'est vraiment eux qui ont fait le boulot, hein. Et avec des systèmes d'aller-retour avec des services techniques de la mairie où ça a roulé. Alors autant ce fut un travail de longue haleine, si j'ai bien compris. Où en êtes-vous aujourd'hui? Où en est l'acceptabilité ou la perception du projet par les citoyens eux-mêmes maintenant? Ah, mais au niveau de la population, si vous voulez, ça a été accepté. Il faut toujours un petit temps avant que tout le monde se... Ouais. Mais une fois que ça a été lancé, c'est vrai que on a été débordé un petit peu par l'engouement, hein, puisqu'on a été, en 2019, on a signé un avenant pour l'extension de réseau de 5 km supplémentaires. Donc, ça fait que c'est vraiment les victimes de votre succès. Les citoyens sont vraiment demandeurs. Hein, et ils s'en sont ravis. C'est-à-dire qu'au point de vue des bailleurs sociaux également, donc, en plus, bon, on verra pour l'avenir l'évolution du réseau de chaleur. Mais... je ne sais pas si on en reparlera tout à l'heure ou pas. Mais cela dépend du temps dont nous disposons. Donc je vous remercie d'ailleurs aux uns et aux autres pour vos réponses courtes. Ça nous permet justement de donner une certaine variété, une diversité dans vos messages, compte tenu du temps qui nous est consacré sur ce sujet. Monsieur Ferrit, Madame Laborie disait toute la difficulté que pouvait représenter un dossier ambitieux comme celui qu'elle a porté. Comment ça s'est passé chez vous? Ça n'a pas forcément de rapport avec l'ambition ou la taille du projet, j'imagine. Mais nous, il a fallu convaincre les élus. Quand on leur parlait de Bois Énergie, ils pensaient que vous pouvez revenir à l'âge de la pierre ou des choses comme ça. D'autres disaient, mais enfin, vous ne voyez pas, nous, maires, aller mettre des bûches dans la chaudière toute la journée. Ils ne savaient pas qu'il y avait des machines automatiques, etc. Bon, ils en étaient restés à ce qui se faisait il y a plus d'un demi-siècle. Donc, le Bois Énergie avait, et a peut-être encore, hein, une image pas très bonne et qu'il faut arriver à rénover. Bon. Avec les professionnels, ça a été un peu pareil. Je vous disais tout à l'heure que pour les convaincre, les fournisseurs, les exploitants forestiers, et les propriétaires forestiers dans certains cas, ça a été un certain travail. Et puis, il y a chez nous en Aquitaine des très gros acteurs du bois. Hein, vous voyez à peu près qui ils sont, le bois industrie, c'est-à-dire essentiellement les papetiers et les fabricants de panneaux et des choses comme ça, qui consomment des très grandes quantités de bois chaque année.
et qui avait pris l'habitude de considérer que les seuls acteurs du bois sur tout le massif aquitain, c'était eux, et qu'il devait y avoir personne d'autre. Donc on a eu au départ quelques retours de flamme, si je puis dire. Et on a essayé de nous empêcher de travailler. Vous voyez, ça a été le préfet a été sollicité pour nous embêter un peu, des choses comme ça, pas très agréables. Comment vous expliquez ça? C'était la peur de voir s'installer des précédents et que ça donne des idées à d'autres et que ça provoque des conflits d'usage à terme? Ils savaient très bien qu'on était tout petit par rapport à eux. Mais effectivement, c'était la crainte que ça crée effectivement des précédents et que ça donne des idées à un certain nombre d'autres. Et dans leur, je vous dis, il y a quand même quelque chose de certain dans leur politique qui peut se comprendre, hein, puisque le marché du papier est très tendu au niveau international, etc. Et il faut qu'ils réduisent chaque jour un peu plus leur coût de production, etc., etc. Bon, ça c'est le marché mondial et le libre-échange mondial qui veulent ça, si vous voulez. Et ils sont soumis. Et donc, ces gens-là ont beaucoup de mal à accepter qu'il puisse y avoir des nouveaux acteurs parce que ça pourrait, qui sait, peut-être faire un petit peu augmenter les prix de la ressource. Oui, tout à fait, avec ces conflits d'usage dont je parlais. Oui. Il n'y a plus un seul acheteur, ou du moins ce qu'on appelle un oligopole d'acheteurs constitué de 3 ou 4 qui s'entendent très bien pour faire les prix. S'il y a d'autres acteurs qui se pointent, ça risque un peu de bousculer les choses. Vous voyez. Bon, ça, c'est une chose. Bon. Ensuite, eh bien, il y a l'immensité du travail qui serait à faire, et bien qu'on en ait fait un petit peu et qu'on en soit fier, on sait très bien qu'on n'en a pas fait beaucoup et qu'il faudrait faire beaucoup plus. Un des freins auxquels on se heurte depuis pas mal de temps, je vous ai dit, on a fait des chaufferies avec des réseaux de chaleur de 2008 à 2011 en gros. Après, ça s'est arrêté. Pourquoi? C'est parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons que des petites communes, donc pas de service évidemment. Et donc les élus, ça leur fait peur parce qu'ils ont conscience qu'il va falloir s'en occuper un peu, que ce truc-là, ben, c'est pas abstrait, n'est-ce pas? C'est extrêmement concret. Comme tout ce qui est concret, ça peut tomber en panne, il peut y avoir des ennuis de différentes natures. Et ils nous disent trouvez-nous un moyen de gérer tout ça, que moi, j'ai plus qu'à signer, et à ce moment-là, je signerai. C'est un peu le discours que ceux qui sont ouverts et intéressés nous disent. Alors, le problème, c'est que les grands opérateurs, les exploitants de services énergétiques bien connus, hein, on en a cité un tout à l'heure, nos petites installations ne les intéressent pas. Il y a eu un ou deux essais locaux qui ont été autant de désastres, parce qu'en fait, c'est absolument pas rentable pour eux, donc ils font pas le boulot. Donc, c'est auprès d'eux qu'on va trouver une solution. On est à la recherche depuis plusieurs années maintenant de créer soit une SEM, soit une structure locale, intercommunale, un peu à l'image du CIDED, si vous voulez, en petit. Quoi. Vous voyez, pour élargir votre assiette, en quelque sorte. Oui. Et on est trop petit, et du coup, il n'y a pas la masse critique pour déclencher l'action. On a fait faire une étude il y a quelques années par une filiale de la Caisse des dépôts qui a fait une étude, un audit de nos réseaux de chaleur, qui a fait un certain nombre de propositions pour mettre en place cette SEM. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de locomotive parmi les élus. Et en particulier dans le dernier mandat, on a senti quand même qu'il y avait un désintérêt pour ce genre de choses. Et alors, en fin de mandat, c'était évidemment encore pire. Oui, on peut imaginer. Merci, M. Ferry. M. Magot, je suis tenté de vous poser la même question. Pardon ? Oui. Non, rien. Le temps pour nous de voir. Pour essayer de rendre cette table ronde la plus vivante possible, j'ai envie de dire à Michel Ferry qu'ils sont un petit peu au milieu du gué. Il suffirait qu'il y ait une grappe de nouveaux projets dans les années à venir pour que le modèle qu'ils aspirent à bâtir devienne possible. C'est ce qui a été fait dans le Lot, où dès que le nombre de réseaux de chaleur en service a été suffisant, on a constitué les services en interne pour assurer tous les aspects de l'exploitation.
Donc, depuis l'amont, c'est d'abord un souhait de la commune qui va recevoir le réseau de chaleur. Le CIDED réalise l'étude de faisabilité, construit le réseau de chaleur et l'exploite derrière. Et la commune se trouve abonnée de ce service public de chaleur, au même titre que les abonnés raccordés sur son territoire. Ce qui est facilitateur, c'est le fait qu'on ait d'autres compétences, par exemple en matière de production d'eau potable, où on a de la GTC, de la gestion technique centralisée sur certains de nos équipements. On en a aussi sur nos centres de tri, ce qui fait que la notion d'astreinte, la notion de surveillance à distance des équipements est mutualisée avec d'autres compétences du CIDED. Donc, ça rend les choses grandement plus faciles sur le plan opérationnel, bien sûr. Et on n'a aucun intervenant technique issu des collectivités. Tout est fait par nos opérateurs du CIDED. Justement, M. Magot, pour revenir au constat de M. Ferrit, est-ce qu'il y a une notion d'échelle qui est importante? Est-ce qu'il faut respecter certains seuils pour pouvoir emporter l'adhésion du plus grand nombre? Et au passage, vous pourrez peut-être nous dire, vous aussi, avec quels freins vous avez dû composer ou comment s'est passée l'acceptabilité de vos projets? L'acceptabilité, elle est propre à chaque portion de territoire. Vous savez, vous avez une association qui peut très vite se monter, qui par rapport à la localisation de la chaufferie, qui par rapport à une crainte de pénurie par rapport à la ressource bois. Donc, au fur et à mesure, par contre, qu'on est en situation d'exploiter, ce qui est notre cas, on peut s'appuyer, on peut rassurer, on peut amener les gens, les détracteurs, visiter les installations qui existent déjà. On est bien sûr ouvert à le faire pour d'autres territoires. C'est ce qu'on a fait justement avec nos territoires voisins. Et il faut qu'on se conforte les uns les autres. Les principaux freins ces dernières années étaient liés à des critères de financement sur le fonds de chaleur, avec la notion de densité thermique qui rend quasiment impossible de faire sortir des petits réseaux de chaleur comme on en a construit jusque-là, du moins pour les plus petits d'entre eux. Donc on est en train de passer à une autre étape où, pour honorer les engagements de la région, qui serait région à énergie positive à l'horizon 2050, mais du département du Lot aussi, mais il y aura peut-être du financement local qui va venir suppléer finalement les financements là où le fonds de chaleur ne viendra pas. Merci M. Magot. Encore une ou deux questions parce que, comme vous le savez, à l'issue de cette séquence, je vous proposerai de prendre des questions également des participantes et des participants qui vous regardent, qui vous écoutent. C'est Clarisse qui s'en fera le porte-parole tout à l'heure, dans un instant, dans quelques minutes, puisque le temps passe très vite, comme vous le savez. Madame Laborie, je reviens vers vous sur cette question d'échelle. On a bien entendu qu'évidemment, ça dépendait de beaucoup de situations. Il y a un dessin peut-être à votre attention d'ailleurs au passage, puisque vous savez qu'Éric Grelet nous accompagne. L'installation d'une chaudière commune a suscité un gros débat, et c'était chaud. Vous aurez marqué les esprits. Justement, avec le recul, quel serait, je ne sais pas si c'est comme ça que je peux vous poser la question, mais le tiercé des recommandations que vous pourriez partager avec les élus, avec vos collègues qui nous écoutent et qui auraient des velléités de suivre votre exemple? Quelles seraient les conditions de réussite, en quelque sorte? Les conditions de réussite, déjà, il faut avoir une forte volonté politique, de l'acharnement, de la persévérance, de la persuasion, bien entendu. Non, il faut essayer effectivement de fédérer toutes les énergies, mais bon, c'est très compliqué. La politique, c'est très compliqué. Bon, quand tout le monde est dans le même bord, ça va. Quand on n'est pas dans le même bord, c'est un peu le bazar. Mais bon, peu importe. Mais c'est surtout, moi, je crois qu'il faut savoir s'appuyer sur des structures locales qui connaissent bien le sujet. Nous, ça a été le cas avec Énergie 15. Bon, je fais la pub, mais c'est vrai qu'ils nous ont accompagnés d'une manière magnifique. Bon, ce sont des structures locales qui connaissent bien leur sujet et bien le territoire. Et ça, je crois qu'il ne faut pas se priver de ça. Il faut vraiment travailler main dans la main. Et je crois qu'avec, je vous dis, beaucoup de persuasion parce qu'on n'empêchera pas les détracteurs. Hein. Nous, il y a des gens qui sont arrêts, s'acharnent un peu. Bon, on va déboiser, enfin bon, bref. On connaît c'est par méconnaissance, je veux dire, c'est d'un temps. Voilà. Il y a il y a une composante pédagogie et communication qui est importante, j'imagine. Monsieur Magot. Mais même avec la communication, je crois que quand on ne veut pas entendre. Oui.
Nous vous comprenons. Je pense que certains ont de l'empathie pour vous en vous entendant, j'imagine. Monsieur Magot, juste un dernier mot avant de prendre les questions, si vous le voulez bien, les questions des participants et des participantes qui nous regardent, qui vous écoutent. Comment dirais-je, vous avez vous intéressé en particulier aussi à l'aspect précarité énergétique sur votre territoire. C'est un aspect auquel vous êtes très attentif. En quoi le bois énergie peut-il contribuer à dépasser cette problématique ou à favoriser cette partie de la population, par définition défavorisée au départ ? D'une part, parce qu'il est un petit peu quand même en dehors du champ de la spéculation par rapport à d'autres énergies, dans la mesure où c'est une ressource locale, sous réserve qu'elle soit maîtrisée, que la forêt soit exploitée de façon durable, il n'y a pas d'épuisement à craindre. Par rapport à la notion d'équipement, dès lors que c'est une collectivité qui porte ce genre d'équipement, il y a des astreintes effectivement à maîtriser les rejets atmosphériques, maîtriser aussi l'exutoire des cendres, et du coup à fonctionner avec des équipements qui sont toujours au top en termes de performance. Alors qu'on sait très bien que certains particuliers, à un moment donné, lorsque leur équipement est atteint d'obsolescence, ils se retrouvent dans l'incapacité de le remplacer et bien malgré eux, ils se retrouvent un petit peu à émettre des rejets et ainsi de suite. Le travail en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux permet aussi de rendre cette énergie accessible aux plus précaires, puisque, bon, pour anecdote, 3/4 de la population sociale, de la population du Lot, coche les critères sociaux pour prétendre un logement dans le parc social. Ah oui, en effet, oui. Donc, c'est réellement un enjeu bienveillant. Et juste pour rebondir sur une dernière chose, c'est que l'acceptabilité, elle passe, il faut acculturer tous les partenaires. Et aujourd'hui, à travers les plans d'action, par exemple dans les chartes forestières de territoire, on s'aperçoit que ce n'est pas qu'une question. Aujourd'hui, on est sur une table ronde de bois énergie, mais la forêt, ça revêt énormément d'aspects. Et dès lors qu'on ose aborder ces aspects, on prend le risque d'aller sur des discussions sans fin, certes, mais par contre, on agrège, on rassemble. Merci beaucoup, Monsieur Magot. Je me tourne vers Clarisse pour les quelques minutes qui nous restent et lui demander si des questions pourraient vous concerner, vous intéresser. Clarisse ? Oui, tout à fait. Merci. Alors, une première question sur le fait, la question est la suivante. Comment lever le frein dû au coût de raccordement et à la mise en place de la distribution hydraulique? Et j'aurais envie de dire, comment d'une manière générale, outre cette problématique-là, comment faire pour accélérer? Qui veut répondre à cette question? Donc peut-être en premier cas, Stéphane Magot, on avait... Oui, Monsieur Magot, allez-y. Oui, on a un petit peu d'expérience par rapport à ça, effectivement, où les bailleurs sociaux sont eux-mêmes face à leur propre modèle économique et où aujourd'hui, un logement qui est équipé en électrique, par exemple, dès lors qu'il faut y installer une installation hydraulique, on est sur des coûts qui deviennent rédhibitoires. Alors même qu'on se retrouve dans des situations où l'énergie électrique se retrouve favorisée par d'autres biais. Mais on ne va pas lancer le débat dans ce contexte ici. Donc l'idée, c'est que ça serait de mobiliser tous les financements, y compris peut-être sur le terrain de la décarbonation, venir les agréger à d'autres financements, aller bien au-delà des certificats d'économie d'énergie aujourd'hui qui sont juste insuffisants pour mettre à niveau ce parc de logements, et donc afficher une réelle ambition de se donner les moyens, pas sur une vision court-termiste, mais réellement un investissement où le temps de retour sur investissement sera certes un petit peu plus long, il sera peut-être à 10 ans, mais en tout cas, il s'inscrira dans une démarche globale et respectueuse de l'environnement. Merci Stéphane Magot pour cette réponse. Question suivante, Clarisse? Oui, question sur le rôle des départements, sur la possibilité de renforcer leur rôle, et notamment pour le financement des plus petites installations. Je ne sais pas si... Oui, qui veut répondre à cette question? Madame Labourie, vous voulez en dire deux mots, et puis Monsieur Ferry peut-être? Oui. Allez-y, Monsieur Ferry. Oui, alors en Gironde a été institué il y a un peu moins de 3 ans maintenant, je crois, par le département de Gironde, un contrat d'objectif territorial en lien avec l'ADEME. En fait, ce sont des fonds, une partie des fonds chaleur de l'ADEME qui sont dédiés à ces contrats d'objectifs territoriaux. Et nous avons signé une convention quadripartite en Gironde entre le département, notre syndicat CIFEM,
l'Agence locale de l'énergie de Bordeaux et le SDEG, qui est le syndicat départemental d'énergie de la Gironde. Et dans le cadre de ce contrat d'objectif, eh bien, nous nous engageons, nous, collectivités CIFEM, à réaliser un certain nombre d'opérations thermiques chaque année, renouvelables, hein, et on s'est engagé sur le nombre d'opérations et sur les mégawattheures fournis. Alors, on constate que c'est un outil intéressant, mais qui est peut-être pas tout à fait adapté à nous, puisque autant on arrive à tenir l'objectif en nombre de projets, autant sur les quantités de mégawattheures produits, comme on a nous, par définition, que des petits projets, puisqu'on est en zone rurale, il est très difficile d'avoir des gros projets. Hein. On a une peine à arriver à atteindre l'objectif en mégawattheures. Merci, Monsieur Ferrit. C'est intéressant. Merci, Monsieur Ferrit. Madame Laborie, même question très rapidement pour pouvoir nous permettre de prendre une dernière question. Alors, je ne connais pas les couleurs respectives de la ville d'Aurillac et du département du Cantal, mais je ne sais pas si vous avez des collaborations. Non, nous avons eu, nous, essentiellement, les subventions de l'ADEME pour, sur un investissement, mettons, de 22,3 millions investis, on a 11 millions et quelques qui ont été financés par l'ADEME, dont 2,6 millions sous forme d'avance remboursable. Mais on n'a pas eu d'autres aides. Hein. Très bien, merci beaucoup, Clarisse. Après, le département qui aide bien sûr les structures comme l'association Énergie 15, mais nous, du point de vue réseau de chaleur, pas directement. D'accord, voilà. Pas directement en tout cas. Merci beaucoup pour cet éclairage complémentaire. Une dernière question, Clarisse Fischer, peut-être ? Oui, dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriales, donc pour l'atteinte des objectifs de décarbonation sur ces territoires, comment s'articulent les actions liées au bois énergie avec d'autres actions parallèles? Voilà, quelle est la place du bois énergie et quelles actions complémentaires on peut faire avec le développement du bois énergie? Je peux répondre. Allez-y. Je peux répondre. Je vous en prie, Monsieur Ferrit, allez-y. Oui, donc nous animons pour le compte d'un territoire un peu plus grand que le nôtre, en fait en gros 2 fois plus grand que le nôtre, qui correspond à celui de ce qu'on appelle le SCOT Sud-Gironde. On anime leur plan climat. Et à ce titre, on leur a fait faire un bilan énergétique de gaz à effet de serre qui a été réalisé par l'Agence locale de l'énergie de Bordeaux. Et où on a fourni nous un certain nombre de chiffres, et en particulier concernant le bois. Et dans les projections qui se sont dessinées dans ce plan climat, on part d'une situation actuelle où, face à une consommation globale d'énergie de 3800 gigawattheures chaque année pour l'ensemble des énergies de ce territoire, il y en a 650 qui sont fournis par le bois aujourd'hui. Et à 2050, dans une projection qu'on a proposée à 2050, qui est à peu près en ligne avec les objectifs régionaux, on aboutirait à maintenir cette quantité en augmentant un petit peu. On sera un peu moins de 700 gigawattheures en 2050, mais sur un total d'énergie consommée de 2200 au lieu de 3700. C'est-à-dire avec une politique massive d'économie d'énergie sur l'ensemble de tous les usages. Alors ça, c'est un peu théorique, c'est un souhait aujourd'hui, mais est-ce que ça se mettra en œuvre réellement? Je pense qu'il reste un très gros travail pour y arriver, n'est-ce pas? Merci, Monsieur Ferrit. Monsieur Magot, ce n'est pas pour vous privilégier ou vous donner un quelconque mot de la fin, mais compte tenu de la très grande transversalité que vous avez avec votre syndicat et qui est multicompétent, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette dernière question? Non, simplement que pour l'acceptabilité des futurs projets, comme je disais tout à l'heure, hein, il faut agir à tous les niveaux. La multifonctionnalité de la forêt rend beaucoup plus acceptable pour certains le fait de l'exploiter durablement. Et ça, enfin, nous les élus, on a grandement besoin qu'on nous lâche un petit peu les basques, j'ai envie de dire. Il faut un certain temps pour mener certains projets. C'est l'affaire de tous. Et dans le département du Lot, juste pour revenir, un élément qui mérite d'être signalé dans le Lot, au-delà d'un financement possible futur sur de prochains réseaux de chaleur, on a un partenariat étroit
on valorise dans nos réseaux de chaleur l'ensemble des bois d'élagage le long des voies départementales. On est en train de travailler ce partenariat avec les communautés de communes qui sont elles-mêmes gestionnaires de réseaux de voirie. Et on voit bien que ce qui est une charge pour une structure devient une opportunité pour une autre. Et c'est en confortant ce réseau aussi qu'on consolide le système et qu'on arrive à le stabiliser pour lui permettre d'aller plus loin. Merci beaucoup, Monsieur Magot, pour ces éléments complémentaires. Merci, Madame Laborie, Monsieur Ferrit, pour votre participation également, pour votre venue, si je puis dire, avec nous, même par visio interposée. Je vais vous proposer un dernier petit dessin sur ce sujet que vient de réaliser Éric Grelet. Pour réussir, il y a 3 cases à cocher: être ancré dans le territoire, être compétente, faire preuve de pédagogie et réunir tout le monde autour d'une truffade. Voilà pour vous, Madame Laborie. Vous aurez marqué les esprits à travers votre retour d'expérience et nous vous en remercions. Merci à vous pour ces précisions, ces retours d'expérience depuis vos territoires respectifs. Je vais enchaîner sans plus attendre après ces remerciements sur la table ronde à suivre, qui va concerner toujours évidemment le changement d'échelle pour ce qui concerne le bois énergie, mais nous allons terminer cette journée avec le cas de l'industrie. En quoi le bois énergie serait-il indispensable à la décarbonation de l'industrie et à travers quels outils notamment? Et donc je vais vous inviter dans un instant, dans quelques minutes maintenant, le temps d'accueillir nos intervenants, à terminer cette journée sur cette thématique. Et notamment, nous évoquerons à travers cette table ronde l'efficacité des aides à la décarbonation. En tout cas, c'est l'une des questions que je poserai à nos invités, que je vous présente dans quelques instants.